continuons nos conversations. Et je reçois Philippe Amar pour son dernier livre, Tous les rêves de ma vie, un roman sur Flammarion, avec et si un peu d'amnésie pouvait changer la vie. Philippe, je l'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps. Là, ça me fait plaisir de se voir parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on avait évoqué ensemble cette hypothèse, mais il y a une concrétisation, votre livre va être adapté. Voilà, tout à fait. Tout à fait, on est en train de signer les droits pour le cinéma, après une petite bagarre entre 4 producteurs qui se sont un peu jetés dessus, ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Surtout pour un premier roman, on se sent un peu flatté. Mais bon, il faut dire aussi que je viens du cinéma et de la télévision, puisque je suis scénariste. Donc, vous êtes un milieu que vous connaissez. Mais vous n'avez pas écrit le livre en fonction de la télévision? Pas du tout. Oui. Pas du tout, du tout. Non, j'ai écrit le livre comme si c'était une vraie création pour moi. Alors, on va venir sur le thème de ce livre. C'est un livre, c'est un peu d'amnésie autour de l'amnésie, mais d'habitude, dans les romans, ce qui se passe, que ce soit policier ou pas, quelqu'un a un accident, il perd la mémoire, il ne se rappelle plus de rien, et il essaye de reconstituer sa mémoire. Et finalement, très souvent, ce qu'il découvre n'est pas à la hauteur de ses espérances. Il regrette un peu de retrouver la mémoire. Dans le cas du roman de Philippe, c'est tout à fait différent. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la vie, ou pas trop la vie dans laquelle il se trouve, et qui se dit, tiens, finalement, si j'étais amnésique, ça me permettrait peut-être d'avoir une deuxième chance. Oui, alors, on va dire, c'est pas quelqu'un vraiment qui... Oui, c'est quelqu'un qui... On reste sur un mode plutôt d'humour, de légèreté, Oui, c'est pas du tout un roman policier, c'est pas un polar. Non, c'est pas un polar du tout, mais néanmoins, il y a une structure qui vous happe, c'est une structure qui est très scénarisée, et qui fait qu'on reste dans le suspense. Mais on reste sur de la comédie. Donc cette femme qui est au bord du burn-out, on peut le dire, qui est avocate, qui a 2 enfants adolescents, qui a un mari qu'elle suspecte d'être un mari adultère, elle est un petit peu au bord de craquer, elle a un ras-le-bol, et un jour elle se fait faucher par le rétroviseur d'un bus. Là elle a 2-3 jours de coma, et elle se réveille, et elle se dit, je vais vous expliquer pourquoi elle a cette réflexion, elle se dit, et si j'étais amnésique à ce moment-là, je pourrais tout recommencer, faire croire à tout le monde que j'ai tout oublié, et rebâtir. Et l'idée, c'est vraiment cette reconstruction. Et cette idée, elle l'a eue parce qu'une de ses meilleures amies est amnésique, et elle, c'était totalement accidentel. Et elle se dit, je vais faire comme elle. Finalement, c'est quelque chose de très pratique, c'est un très bon alibi. Très bon alibi, mais très dangereux, parce que jouer les amnésiques, les gens autour de vous ne se méfient plus et disent des vérités qui parfois ou pas des vérités, mais des choses qui ne font pas toujours plaisir. Oui, alors on a un petit peu de tout. On a les gens qui vont lui faire croire certaines choses, comme ses enfants, qui vont peut-être jouer un petit peu là-dessus, en lui disant « Ah oui maman, tu m'autorisais à fumer, tu sais très bien que je fume, et puis tu n'avais rien contre. » Sa fille qui lui dit bah, « Attends, j'avais la permission de 2h du matin pour sortir. » Et évidemment, elle ne peut pas se rebeller contre ça. Elle ne peut rien dire, puisque de toute façon, elle est censée avoir tout oublié. Donc elle encaisse jusqu'au moment où elle se dit « Ah maintenant, ça suffit. » Et elle va reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? C'est finalement de se dire à un moment de la vie, tiens, si on mettait les pendules à zéro, si je recommençais, si je pouvais avoir une deuxième chance de vivre différemment? Oui, c'est ça, c'est un peu une histoire de chemin de vie. On prend tous un chemin à un moment ou à un autre, jusqu'au jour où on se dit, est-ce que j'ai pris le bon? Et finalement, on veut changer d'aiguillage, mais c'est pas si facile de changer d'aiguillage, parce que de toute façon, on a un entourage, on a le candidaton des uns et des autres, et c'est très difficile effectivement de pouvoir, au milieu de sa vie, se dire, tiens, je vais prendre un autre chemin. Mais avec cet alibi, on est considéré un peu comme handicapé quelque part. On est mal à pauvre, on se fait plaindre. Oui, puis on fait pas peur. On n'est pas dangereux, on n'a pas de mémoire, on passe-muraille, on est un peu passe-muraille. Est-ce que malgré tout, votre héroïne, elle va aller plus loin, elle va enquêter, elle va essayer de connaître des choses qu'on lui avait cachées? Quels sont Elle va essayer justement, cet alibi va lui permettre de remettre à plat des choses qui sont d'origine familiale, du côté de ses parents. Donc elle va creuser, elle a un lien un petit peu compliqué avec son père. Donc
je ne peux pas tout raconter évidemment. Non, on ne peut pas tout raconter. Mais ce lien, elle va essayer de dénouer cette espèce de corde à nœud qui la relie à son passé, et elle va réussir à dénouer tout ça. Jusqu'à un moment donné où, effectivement, elle va s'apercevoir qu'elle a reconstruit et que tout le monde autour d'elle joue le jeu. Parce qu'elle rétablit de nouvelles règles. Donc elle va réussir à rétablir de nouvelles règles, mais néanmoins avec un suspense que l'on ne dévoilera pas. Non. Parce il y a toujours rien n'est jamais sans danger. Hein. On essaye de rebâtir sa vie comme ça. Toujours des périls. Ce sont toujours des péripéties. Il y a des rebondissements, et ces rebondissements sont dans le livre. Alors, ce livre vous est inspiré par quand même un malaise actuel. Hein. Vous parlez du burn-out, c'est vrai que c'est très, très à la mode. On sent que des gens, de plus en plus, sont au bord de la rupture et se disent ensuite si je pouvais tout recommencer, si je pouvais aller différemment. C'est vrai que c'est un... Effectivement, j'étais un jour, j'achetais des légumes, et un marchand de légumes, donc, voilà, si je pouvais avaler une pilule et devenir amnésique. Ah. Et du coup, effectivement, ça c'est un discours que j'entends très souvent. On aimerait tous oublier une partie, mais on ne peut pas jouer ce rôle, évidemment. C'est difficile. C'est un véritable engagement. Il faut être presque comédien pour jouer ce rôle. Donc, on reste quand même dans une comédie de fiction, mais c'est crédibilisé, tout est crédibilisé, c'est-à-dire que ça peut tout à fait arriver. Alors vous avez dit que l'écriture de ce livre était une détente, parce que scénariste, c'est pas si facile. Oui, voilà, exactement, c'est un autre métier. Oui. Écrire un roman, c'est la liberté. Scénariste, c'est un peu la mine. On travaille, j'ai écrit pour de nombreuses séries télé, j'ai écrit beaucoup de Navarro, beaucoup de séries que vous avez probablement tous vues à la télévision. Et on est très encadré, c'est très contraignant. On a des contraintes de production, des contraintes de bible, de ce qu'on appelle autour des personnages. Et là, des contraintes de temps. On ne peut pas s'évader. Ce livre se passe en partie à l'étranger, assez loin, c'est pas quelque chose qu'on m'aurait autorisé si j'avais écrit ça directement en scénario. Et trop cher, trop loin, trop cher. Exactement. Et puis il y a une autre dimension, c'est la dimension, le travail des mots, le travail des phrases. Ce travail-là... On écrit mieux dans un roman. Mais on écrit, moi j'ai des copains scénaristes, des collègues qui me disent « Moi j'ai pas du tout envie de me mettre à écrire pendant un an un roman. » Parce que pendant un an, on peut travailler sur 3 scénarios différents, sur plusieurs séries. Et il y a tout un travail de matière qu'on a dans le roman qui est satisfaisant, comme un peintre qui travaille sa peinture, qui travaille sa pâte. Et ça, dans le scénario, c'est impossible, non, sauf au moment du dialogue. C'est la cadence qui fait ça. Non, c'est la forme. Oui. C'est la forme, puisque dans le scénario, on a une partie qu'on appelle les didascalies, qui est la partie de description de l'action. On peut dire, voilà. Cette jeune femme qui est devant, qui s'appelle Émilie, rentre dans la salle, s'assoit, croise ses jambes. Pour notre plus grand plaisir. Merci Émilie. Par exemple. Voilà, Patrice Zer prend le micro. Et après, vous avez les dialogues. Alors, dans les dialogues, on peut s'éclater, on peut se libérer. Mais à partir du moment où on est dans la vanne, où on est dans la comédie, on a créé une situation. Et on peut passer des jours et des jours à chercher cette situation. Est-ce qu'on vous stéréotype les personnages? Par exemple, moi j'étais stupéfait, j'ai regardé un ou 2 épisodes, parce que j'ai pas le temps du tunnel. Ouais. C'était un truc... Oui, qui est une adaptation de Bridge. Voilà, alors elle-même est une adaptation de série danoise. L'inspectrice française, qui est fort bien, je crois que c'est le clone de la fille de Homeland. Alors, comme la fille de Homeland, ça a marché, c'est une espèce de bipolaire... hystérique par moment et aussi très intelligente et rationnelle, on a l'impression que quand il y a un personnage qui marque, on essaye de le décalquer dans les séries. Alors cette série est adaptée d'une série danoise. Oui. Donc il y avait ce personnage. Et on comprend à la fin de la série que ce personnage, enfin au milieu de la série, que ce personnage est très sec et très... elle est à la limite
cette bipolarité, est très froide, parce que justement, elle a été victime, pas victime, enfin, elle a vu, elle a assisté au viol de sa sœur. Donc à partir de, elle a été choquée. Donc elle est en état de choc. Donc effectivement, ça devient un personnage un peu stéréotypé. Ce que vous disiez sur les contraintes, moi j'étais, il y a de ça, je parle de ça il y a 30 ans, presque. J'avais un ami qui était le directeur de la radio, de Radio Monte-Carlo, qui s'appelle Chanois à l'époque, et qui avait une femme qui faisait des romans, qu'on dirait à l'eau de rose, vous savez, des petites collections, séduites et abandonnées, voilà, des choses comme ça. Et elle m'avait montré, elle recevait tout préparé des feuilles, pas écrites, mais où il y avait le rythme du roman, c'est-à-dire page 3, un peu de tendresse. Page 6, une bouffée de sensualité. Page 12, mais comme ça, écrit sur les feuilles qui étaient préparées pour qu'ensuite elles remplissent les choses. Je trouvais ça à l'époque stupéfiant. Mais déjà, ça existait pour ce genre de effectivement, oui. Mais c'est vrai que dans la structure d'une série, on a à peu près ça. Mais en France, un peu moins, si vous voulez. On le fait un petit peu de façon intuitive. Mais les Américains, c'est comme ça. Il y a un certain nombre de pages. Les scénaristes américains travaillent avec des couleurs de pages. Et les feuilles roses, vous avez des scénaristes qui vont traiter les scènes d'émotion, ceux qui vont traiter les et puis ça, ils savent à quoi on réagit. Ils ont fait des études, ils savent. C'est très articulé, oui. Nous, ça reste encore un peu artisanal, heureusement. Alors, à quoi vous expliquez, Philippe, l'explosion du nombre de séries? Parce que maintenant, pour s'y reconnaître dans les séries télévisées, il faut sortir de Polytechnique. Hein. Il faut avoir un calendrier sur soi, et que tel jour il y a ça qui passe là, tel jour il y a ça, on s'y perd un peu. C'est comme pour répéter chez les libraires. À quoi c'est dû brusquement l'explosion des séries? À une absence de scénario fort dans les films? Parce qu'on voit de plus en plus de grands acteurs de cinéma qui s'investissent dans les séries, si comme l'inspiration, elle était maintenant sur le petit écran. Parce que je pense que c'est la multiplication déjà des chaînes de télé, donc des guichets, comme on dit, qui peuvent financer toutes ces séries, toutes ces fictions, et la multiplication des écrans à l'intérieur d'un appartement. Avant, il y avait un poste de télé par foyer. Tout le monde était devant ce poste de télé. Il y avait 6 chaînes, c'était le grand maximum. Et à partir de là, il y avait moins de choix. Aujourd'hui, il y a plus de choix, et chacun a son poste de télé. Donc, si vous voulez, ça permet à un foyer de suivre plusieurs chaînes en même temps. Et chaque chaîne doit avoir son offre. Plusieurs séries. Vous avez tous plusieurs télés à la maison? Non, pas de télé. Hein, pas de télé du tout? Pas de télé. Non, pas de télé, c'est une chose. Mais moi j'ai une télé. C'est vrai que le problème, c'est que quand on n'a qu'une, c'est qu'on ne regarde plus jamais ce qu'on veut, parce que c'est les enfants qui déterminent les programmes. Et c'est compliqué. Est-ce que vous avez des questions à poser sur... Alors, quand on passe, vous avez dit, c'est un soulagement de passer de l'écriture qui est très réglementaire, la liberté du roman, mais est-ce que c'est pas un peu angoissant de changer de style d'écriture? Non, comme je vous disais, pour moi c'est une récréation, mais vraiment. J'écrivais le livre quand j'avais besoin de me reposer. Pour moi c'était un vrai plaisir. Alors évidemment c'est construit, de toute façon j'ai appris la dramaturgie par le cinéma. Donc je construis mon livre comme un film, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de surprises, du début jusqu'à la fin. Et je pense que ce sont les retours de tous les lecteurs. Donc, mais sinon, sur le reste, c'est un plaisir, parce que quand on aime écrire, on écrit. Quand on aime, mais sinon, au niveau du scénario, le scénariste, c'est plus un plombier de la scénographie qu'un écrivain. Voilà, vous connaissiez Philippe Amar, plombier. Vous le connaissez maintenant comme écrivain, avec son premier livre qui ne sera pas le dernier, C'est le mal que je sais. Tous les rêves de ma vie, un roman. Et si un peu d'amnésie pouvait changer la vie, mais c'est avec un point d'interrogation, car combien d'amnésie et quel changement, vous le verrez. En découvrant les péripéties de ce livre, Philippe Amar est à vos dispositions pour le signer, bien entendu. Philippe Amar, merci. Merci. Bravo.